Bonsoir à tous. Avant d'avoir les diapos, j'en profite pour remercier l'équipe de la filière et puis Nicolas et Myriam et toute l'équipe autour de leur dynamisme en fait. L'an dernier, on avait parlé des images à disposition de la filière et aujourd'hui c'est fait. On avait parlé des films et aujourd'hui c'est fait. Voilà, c'est très sympathique et c'est plaisant d'avoir une équipe dynamique avec nous. Je vais vous présenter un dossier un peu technique, puisqu'on va parler de recherche fondamentale, un peu, qui est aussi le sujet de ma thèse de sciences que je fais sur le tard à 40 ans. C'est compliqué, du coup, je demande toute votre bienveillance. Je suis ORL pédiatrique à Necker et je m'occupe spécifiquement de voies aériennes pédiatriques. Et dans ce cadre-là, je fais de l'approche des voies aériennes par voie endoscopique. Donc là, vous voyez, on est au bloc opératoire sous anesthésie générale en ventilation spontanée et je suis en train de faire une intervention chirurgicale en passant par la bouche. Et donc, c'est ça le principe de la chirurgie endoscopique, c'est que on n'a pas besoin de faire de cicatrice sur le cou et on peut, en passant par la bouche, avoir accès directement au larynx et à la trachée. Et dans ce contexte-là, de chirurgie des voies aériennes, qui est ma surspécialité en chirurgie ORL pédiatrique, et on est aussi amené à réaliser de la chirurgie par voie externe. Donc là, en réalisant une cicatrice, l'intervention que j'ai choisie, c'est une trachéoplastie de glissement. Donc c'est une technique qui est un peu compliquée pour les sténoses congénitales de trachée. La vidéo n'est pas choisie de façon utile puisque ça va être la suite du topo après. L'idée, c'est qu'on a une trachée qui n'a pas le calibre adéquat c'est une intervention qui se fait sous CEC, puisque vous voyez bien que là, la trachée est ouverte et qu'on ne peut pas ventiler l'enfant. On a repéré la zone de la sténose, on a coupé la trachée en deux par le milieu, on a sectionné la face antérieure en arrière et la face postérieure en bas, et ensuite, on va rabouter, si je puis me permettre le terme, la trachée. L'idée, c'est qu'on va diminuer la longueur totale de la trachée pour augmenter le diamètre. Voilà, c'est une chirurgie qui est un peu complexe, qui est relativement rare, mais qu'on a l'occasion de faire une dizaine de fois par an à peu près. Voilà, donc en fin d'intervention, alors j'attends que le résultat soit joli quand même. En fin d'intervention, voilà, donc on a une trachée qui est suturée et on peut reventiler, on peut enlever la circulation extracorporelle. Dans le cadre de cette activité-là, donc de surspécialisation en ORL pédiatrique avec de la chirurgie des voies aériennes, etc., je suis aussi responsable de la réunion de concertation pluridisciplinaire larynx et trachée, pour lequel on a des patients qui sont référés et qui sont relativement complexes. Et voilà, et j'en profite pour vous parler d'un patient un peu plus complexe que les autres pour motiver le sujet de recherche qui est arrivé après. Je vais vous parler de Chloé, c'est une enfant qui est grande maintenant, qui avait la pathologie que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une sténose congénitale de trachée. La trachée était sténosée sur pratiquement toute sa hauteur et elle a eu exactement l'intervention dont je viens de vous parler, une trachéoplastie de glissement. Et les suites pour cet enfant-là n'ont pas été simples. Donc ça, c'est le principe, c'est exactement le schéma de ce que je viens de vous montrer. Donc on a coupé la trachée en deux par le milieu et ensuite on a diminué la longueur globale de la trachée pour en augmenter le diamètre. D'habitude, les suites post-opératoires sont c'est un peu dur. Les patients restent en réanimation quelque temps, mais ils arrivent à ventiler tout seuls et sans avoir trop besoin d'endoscopie laryngotrachéale de contrôle. Et pour cet enfant-là spécifiquement, il y en a eu plein. La cicatrisation ne s'est pas faite correctement et elle avait une sténose trachéale qui était séquelaire pour laquelle elle a eu besoin de dilatation, elle a eu besoin de section, elle a eu besoin de pose de stent à l'intérieur de la trachée, elle a eu besoin d'une multitude d'interventions parce que si on regarde tout son dossier, c'est un peu moins d'une centaine, enfin c'est lourd. Et on a dû être amené on l'a prise en charge à un moment où elle ne pouvait plus du tout respirer. Et on a eu besoin de remplacer sa trachée qui était sténosée de haut en bas avec un stent qui n'était pas bien, avec de l'inflammation, avec des granulomes, etc. Et ça, c'est une intervention qu'on a réalisée à l'aide de chirurgiens plasticiens, à l'aide d'une équipe qui avait déjà l'expérience chez l'adulte. Et en fait, on a remplacé sa trachée avec ses propres tissus. Donc, on a pris un muscle, on a pris des côtes, on a circularisé le muscle,
à l'aide des côtes, on a rigidifié. Donc en fait, on a fait un tube vivant et vascularisé, et on l'a mis à la place de la trachée. C'est une intervention qui n'avait jamais été faite chez l'enfant et qui a été relativement compliquée parce que les suites opératoires, c'est pareil, sont un peu complexes. Et donc, il y a eu beaucoup de fibroscopie après cette opération. Mais finalement, on a pu la décanuler. Et puis aujourd'hui, c'est une enfant qui est autonome à la maison, qui va bien, qui a toujours une sténose trachéale, donc elle reste quand même gênée pour respirer, mais c'est une enfant qui est vivante, qui a passé son bac, qui va bien. Voilà. Suite à ça, qui était un succès, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait généraliser ce traitement? Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont les mêmes pathologies et en fait qui auraient besoin également d'avoir une résection trachéale étendue? Alors c'est pas très fréquent, mais enfin on est quand même confronté à ça de façon régulière, et donc ça peut être soit pour une malformation congénitale de trachée qui a été opérée et qui a mal tourné, soit pour une fistule trachéo-œsophagienne très large qu'on ne peut plus opérer, soit pour une tumeur trachéale, qu'elle soit bénigne ou maligne. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a à proposer aux patients, alors hormis cette intervention-là qui était exceptionnelle, mais c'est pas grand-chose, puisque c'est les soins palliatifs, et on ne peut pas proposer ça aux enfants. Donc là, la patiente, elle pesait un peu plus de 20 kilos, mais c'est très compliqué de le proposer avant, et puis même les suites opératoires pour cet enfant spécifique ont été quand même compliquées. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans ces indications-là, est-ce qu'on pourrait proposer un remplacement trachéal pédiatrique circonférentiel, c'est-à-dire la totalité du tour de la trachée, et c'est important dans la réflexion, est-ce qu'on peut le faire en pédiatrie? Et donc ça, c'est le sujet, c'est la problématique de ma thèse de sciences. Et donc c'est ce dont je vais vous parler pendant quelques temps. La première chose quand on veut remplacer la trachée, c'est reprendre les bases anatomiques, histologiques et physiologiques pour savoir ce qu'on veut faire exactement et qu'est-ce qu'on attend d'un substitut trachéal, d'un remplacement trachéal. La première chose, c'est que la trachée, c'est une structure qui est complexe, puisque vous savez tous qu'il y a des arcs cartilagineux, il y a une membraneuse, il y a du muscle, il y a un épithélium, et que c'est une structure qui est complexe, et que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir ex nihilo. C'est compliqué, et c'est compliqué à fabriquer, ou alors c'est compliqué à réaliser en ingénierie tissulaire. La deuxième chose, c'est que la trachée a une vascularisation terminale. C'est pas pareil que le foie, c'est pas pareil que le rein, c'est pas pareil que les poumons, pour lesquels vous connaissez tous des applications de greffe. On peut greffer un rein, on peut greffer un foie, on peut greffer les poumons, parce que c'est simple de les brancher sur le système vasculaire, parce qu'on a des pellicules vasculaires qui sont de bonne taille. Et pour la trachée, c'est pas possible, parce que la vascularisation, c'est une vascularisation capillaire. Donc on est gêné pour réaliser des greffes. On voudrait, dans la mesure du possible, si on utilise un substitut de remplacement trachéal, que le diamètre soit constant au cours du temps. Il est évident qu'on ne veut pas greffer quelque chose qui va se ratatiner soit à l'inspiration, soit à l'expiration, puisque ce n'est pas compatible avec la vie. Il faut que ça soit étanche à l'air, et il faut que ce soit aussi étanche aux micro-organismes. Et donc ça veut dire que dans l'idéal, il faut qu'il y ait un épithélium et que l'épithélium soit uniforme et qu'il soit sur la totalité du remplacement. Et enfin, dans le meilleur des mondes, il faut qu'il y ait un potentiel de croissance de ce substitut trachéal si on le fait en pédiatrie. Alors c'est un point qui est compliqué. Oui, je vous entends soupirer, oui. C'est compliqué parce que quel que soit le remplacement et quelle que soit la technique utilisée, on va les proposer après, ça implique que les cellules à l'intérieur soient des cellules qui soient particulièrement, qu'elles soient en forme, que ce soit l'idéal c'est que ce soit les cellules du patient et qu'elles conservent leur potentiel de croissance. Et ça on avait montré, on avait commencé une première étude sur justement le diamètre des voies aériennes avec Romain Luscan, et on avait montré que la croissance des voies aériennes elle est similaire à celle des courbes de Sampé et des courbes de croissance. Alors ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait chez l'homme, ça a déjà été fait chez l'adulte surtout, ça a été fait quelques fois chez l'enfant. Et si on reprend la totalité des études publiées, le matériau synthétique... alors il y a une chose qui est compliquée et dont je ne vous ai pas parlé, c'est que
la totalité de la recherche scientifique sur le remplacement trachéal a été entachée de fraude scientifique avec quelqu'un que vous connaissez puisque c'est Macchiarini, et qu'il a sévèrement biaisé la totalité des études parce qu'il était en plus très productif, et que donc il faut arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui a pu éventuellement nous aiguiller vers des mauvaises voies, et on s'est repris après, mais c'était un peu compliqué. Les matériaux synthétiques, les patients sont tous décédés. L'allogreffe de trachée, il y a quelques cas qui ont été décrits. Il y a encore un patient qui est vivant en Russie. Ça paraît compliqué à réaliser en pédiatrie. L'allogreffe de trachée, l'allogreffe d'aorte, donc le process est assez simple. C'est dans une biobanque, on va stocker de l'aorte et ensuite on va la remplacer puisque ça a la même structure tubulaire. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout la même structure biomécanique et que c'est flasque en fait. Et que du coup, si on veut l'implémenter, il faut mettre un stent, et qu'en pédiatrie, mettre un stent, c'est compliqué parce que le diamètre des voies aériennes est déjà petit, que le stent, il a nécessairement une épaisseur, et qu'en fait, on va réduire tellement la surface d'échange avec le stent qu'en fait, on va se trouver dans des conditions complexes. La reconstruction autologue, c'est ce que je vous ai montré, mais c'est compliqué chirurgicalement, et surtout les suites opératoires sont complexes. Clairement, avant 20 kg, ça paraît inenvisageable. Et enfin, il y a 3 publications qui ont été faites en ingénierie tissulaire de remplacement trachéal, et c'est la voie que j'ai choisie pour le sujet de l'étude parce que les caractéristiques du biomatériau paraissent satisfaisantes. Voilà. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un substitut trachéal, in fine, qui soit biocompatible, évidemment, on ne veut pas qu'il soit rejeté, qu'il soit peu immunogène, on ne veut pas qu'il y ait de rejet de greffe aigu. Idéalement, on voudrait qu'il soit greffé sans immunosuppresseur, on voudrait qu'il conserve ses propriétés biomécaniques, qu'il puisse être recellularisé et qu'il soit stockable long cours en banque de tissu. Voilà, ça c'est les prérequis de tout le travail. Mais si c'est peut-être possible. Et en plus, il faut qu'il soit réalisé et stocké en grade GMP, c'est-à-dire en grade clinique, sur la totalité du processus de recherche et sur la totalité du processus de fabrication. Et donc, si on représente à peu près le schéma que ça peut représenter, donc vous voyez donc le receveur qui est ici en pédiatrie, donc c'est le petit bonhomme, et donc il aurait besoin d'une résection trachéale étendue, et pour réaliser ce geste, il a besoin d'un remplacement trachéal. L'idée, ce serait qu'un jour, on puisse avoir un donneur humain qui donne sa trachée, que la trachée soit décellularisée, que ça devienne un substitut trachéal qui soit stocké en banque de données, et que juste au moment où on en a besoin, on ressorte le substitut de la banque, on le recellularise avec les cellules stromales mésenchymateuses de l'enfant et ses cellules épithéliales, on fait la culture, ensuite on le revascularise, on a toujours un problème là que je ne vous ai pas représenté, puisqu'on n'a pas vraiment le temps, mais on le revascularise, et ensuite on le réimplante au bon endroit. Voilà, c'est un processus complexe. Et donc, les objectifs de la recherche, c'est la première chose, c'est décellulariser. Et donc, c'est en faire un substitut qui soit biocompatible, non immunogène. Et donc, l'idée, c'est d'enlever les cellules épithéliales du donneur. Et pour ça, voilà, d'enlever les cellules épithéliales du donneur. Et l'idée, c'est d'éviter la trachéomalacie. Donc, en fait, on va prendre la trachée et on va la mettre dans un bain d'agents plus ou moins toxiques. Et on voudrait que le cartilage subisse pas trop les aléas de cette toxicité. Et qu'on ne veut pas obtenir ça. Ça, c'est une trachéomalacie secondaire qui n'est pas du tout souhaitable parce que ça, évidemment, c'est pas compatible avec la respiration. Et la deuxième chose, c'est une fois qu'on a le substitut et une fois qu'il est décellularisé, qu'il est non toxique, etc., eh ben, on va recellulariser avec les cellules du receveur, du coup. L'idée étant surtout de conserver un épithélium de surface. L'épithélium, il va empêcher 2 choses. Donc, on a dit qu'il était étanche à l'air, étanche aux micro-organismes. Et aussi, il va éviter la colonisation de fibroblastes à l'intérieur. Quand on implante un substitut trachéal tubulaire non réépithélialisé, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a forcément de l'inflammation, que les fibroblastes sont activés et ils se reproduisent à l'intérieur, enfin, ils se multiplient à l'intérieur de la lumière de la trachée et ils viennent sténoser la trachée, tout simplement. Et donc, du coup, si au début, on était très content, 15 jours après, quand on revient, eh bien, en fait, on a une sténose trachéale étendue qui n'est pas compatible avec la vie. Et ça, une des hypothèses, c'est de dire qu'il faut refaire un épithélium de surface. Et la deuxième chose, c'est aussi il faut probablement
aider la vascularisation. Et ça pourrait être fait alors soit avec des cellules stromales mésenchymateuses dans l'hypothèse d'une aide à la néoangiogenèse, soit en utilisant juste les facteurs des cellules stromales mésenchymateuses qui pourraient aider à ça. Alors c'est soit cellulaire, soit acellulaire, mais l'idée c'est que globalement on a besoin d'aide à un moment. Voilà. Donc ça c'est le sujet. Le sujet c'est résection trachéale étendue qui nécessite un remplacement trachéal avec tout le projet de recherche. Et là je vais vous présenter brièvement, je vous promets, quelques résultats de préliminaires de recherche pour ne pas vous assommer en début de matinée. Donc la première étape c'était la décellularisation, qui est un process qui est en soi, on se dit il faut juste enlever les cellules épithéliales. Alors c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait il faut valider qu'on a enlevé les cellules, il faut valider qu'on a enlevé l'ADN, et il faut surtout valider qu'on n'est pas toxique après. Donc le choix du modèle animal c'était le porc, parce que la biomécanique de la trachée de porc elle est plutôt sympathique et elle est plutôt identique à celle de l'homme, et que surtout c'est un modèle qui est bien connu d'un point de vue immunologique et qu'on l'utilise fréquemment dans d'autres pathologies. Et un des résultats préliminaires, c'est qu'au départ, on avait un processus de décellularisation qui était extrêmement complexe, qui se faisait avec des bioréacteurs. Enfin, je vais vous montrer une photo juste après, mais avec des bioréacteurs, avec des tubulures dans tous les sens, etc. Et qu'on a largement simplifié le modèle pour arriver à quelque chose qui soit éventuellement faisable par une banque de tissus elle-même, comme l'aorte cryopréservée en fait. Et ensuite, on a regardé évidemment les critères de qualité. Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut ? Donc voilà ce qu'on a fait. Donc au début, c'était en bioréacteur, comme montré sur la gauche. Ça durait. Alors dans les publications précédentes, c'était 3 semaines, avec des variations de température, éventuellement des variations de pression pour aider à enlever les cellules et à les faire, à les mettre en apoptose plus rapidement. Et puis maintenant, c'est en bouteille. Donc voilà. Donc ça, c'est le bioréacteur que j'ai à ma disposition d'ailleurs. Et maintenant, c'est ça. C'est beaucoup plus simple. Donc on le met dans des bouteilles et on agite. Et ça marche. Voilà. Et donc si on regarde la totalité du protocole, donc maintenant ça se fait dans des bouteilles et puis c'est à température constante et on va décontaminer au départ et puis ensuite on va décellulariser. Et on va utiliser différents produits et le but à la fin c'est qu'on ait quelque chose qui soit complètement rincé, sans toxique et qui puisse avoir les bonnes qualités, voilà, les qualités qu'on attend, et ensuite on va cryopréserver tout ça pour le mettre en banque. Donc on a montré qu'on était capable de décellulariser. Donc là, il faut me croire sur parole, c'est des coupes d'histologie, mais enfin, en gros, à gauche, vous voyez les noyaux qui sont plus foncés, et à droite, vous voyez qu'ils sont plus là. Et c'est pareil sur cette image-là. Il y a un point, non mais je pense que j'aurais pas le temps d'en parler, qui n'est pas très important. On a montré qu'on était capable d'enlever l'ADN. Et qu'on était à peu près dans les clous des critères de Badillac, qui est celui qui a le plus publié sur la décellularisation et qui a donné des critères de quantité d'ADN par quantité de tissu. Et on a montré que... alors, je vous montre à chaque fois, c'est assez succinct et synthétique, hein, mais je vous montre quelques images, mais en gros, on a montré que avec juste le surnageant de la matrice, une fois qu'elle était décellularisée, les cellules étaient encore vivantes. Et que quand on faisait d'autres tests en fluorescence, on était aussi capable de montrer qu'on avait... c'est la photo de... C'est assez simple, hein, c'est très graphique. En vert, les cellules sont vivantes, en rouge, les cellules sont mortes. Les 2 premières cases, c'est les groupes contrôle. La 3e case qui est rouge, c'est un agent qui tue les cellules de façon certaine. Et la dernière case, c'est le test. Et donc les cellules sont vertes et elles sont encore vivantes. Voilà. Une fois qu'on avait ça, alors on est en train de le mettre encore, de le valider, parce que en fait les derniers tests, là je vous ai montré des tests de cytotoxicité qui datent un peu, en fait les derniers que j'ai refaits, ils montrent que la matrice est toujours cytotoxique, mais voilà, c'est les aléas de la recherche. Donc je continue à travailler. Et à côté de ça, le but c'est d'obtenir une matrice, mais après il faut vérifier que les critères sont les bons. Et donc, on a fait alors plein de tests de biomécanique, on a appuyé sur les trachées, on a tiré dessus, on a soufflé à l'intérieur, et on a montré que... donc, en gros, ça, c'est le test. Voilà, donc en fait, on met la trachée entre 2 plateaux et on regarde la force qui est résiduelle à un certain degré de compression. Et donc, on a montré qu'on était... que les propriétés biomécaniques, elles étaient modifiées par la décellularisation, sans doute un peu trop encore par rapport à ce qu'on attend.
C'est difficile à dire parce que c'est pareil, je vous ai parlé de fraude scientifique un peu avant. Les articles qui ont été publiés avant, ils montraient qu'après 21 jours, donc là c'est après 24 heures de décellularisation, et les premiers articles, ils ont montré qu'au bout de 21 jours, il n'y avait pas de problème et que la trachée était toujours pareille, parce qu'évidemment il faut. Et donc on n'a pas vraiment d'argument et on ne peut pas trop se positionner sur le sujet. Donc ça reste un peu compliqué. En tout cas, clairement, nous on voit une différence au bout de 24 heures qui est une différence évidente. Et ensuite, ce qu'on a fait, puisque ça fait partie du même projet, c'est la préparation au réensemencement. Et donc, en fait, l'important là, et vraiment de façon ultra rapide, c'est... donc, au début, notre modèle animal, c'est un modèle de lapin, et en fait, qui n'est pas un bon modèle du tout. La trachée, elle est trop petite, elle est beaucoup trop souple, et puis c'est compliqué à opérer, en fait. Et donc, on a caractérisé les cellules de lapin, on a caractérisé des cellules humaines, on a caractérisé des cellules épithéliales, on les a mises en culture, des choses que initialement on ne savait pas forcément faire au labo. Et donc en fait, ça fait partie du processus de recherche, c'est mettre en place des protocoles relativement simples. Ils sont simples maintenant qu'on sait les faire. Au début, c'est toujours plus compliqué. Et donc en gros, depuis 1 an, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi notre modèle animal, puisque je vous ai dit avant c'était le lapin, puis maintenant c'est le cochon. On a presque validé le processus de décellularisation, on a fait tous les tests de biomécanique, et notamment les tests de la trachée native, qui en fait ne sont pas disponibles dans les littératures, parce qu'en fait il faut partir de choses qu'on connaît, et de façon très simple. Pour l'instant, on n'avait pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Et puis ensuite, on a lancé les processus de culture cellulaire et de caractérisation cellulaire pour savoir les cellules qu'on met et pour savoir les cellules qu'on ressort. Et les perspectives, du coup, donc ça c'est là où on en est aujourd'hui. Alors... j'avais imaginé au départ, en commençant cette thèse, qu'on avancerait beaucoup plus vite, qu'on serait déjà très lancé dans les modèles in vivo, etc. Bon, en fait, ça prend du temps. Donc les perspectives, c'est finaliser le protocole de décellularisation, c'est faire des tests d'adhésion de cellules épithéliales, d'immunomodulation pour regarder qu'est-ce qui se passe avec les lymphocytes T quand on met la matrice en contact. Et puis modéliser la trachée pour avoir des idées de biomécanique, pour savoir un peu plus loin. Là, pour l'instant, on a juste appuyé dessus, quoi. Donc ça reste un peu limite. Et puis l'idée conjointe aussi, c'est éventuellement valoriser les travaux de recherche. Et puis, c'est la dernière phrase, il faut remettre à jour l'agrément du laboratoire, qui en fait, c'est une ligne parmi tant d'autres, mais c'est aussi un peu de travail. Voilà, alors pour faire tout ce travail-là, on a eu des financements. J'en profite, puisque j'ai la parole, pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance. Et pour toutes les... Donc je vais les citer, du coup, l'INSERM, la Fondation de l'Avenir, l'Agence de la Biomédecine, l'Association française d'actrices de l'œsophage, et puis aussi tous les financements de Master 2, parce que ça fait une somme à la fin, donc l'ARS, la SFERL et le Collège de l'ORL. Voilà, et puis j'oublie pas que pour faire tout ce travail-là, on a besoin d'une équipe de recherche autour de soi, que c'est énormément de monde, je suis aidé dans tout ce que je fais et au laboratoire et aussi ici, parce que le temps qui m'est déchargé ici, en fait, il est pris et absorbé par mes collègues qui font le travail que je ne peux pas faire ici, que je remercie. Et je n'oublie pas, donc de nouveau, la totalité des organismes financeurs. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Le micro fonctionne ? Oui, très bien. Merci beaucoup, Briac, pour cette magnifique présentation. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Alors, en direct, peut-être, je ne sais pas si on les reçoit. Est-ce qu'il y en a dans le public, sinon ? Même si sans micro, je les répéterai. Question, je pense une question que beaucoup de gens se posent, même si je pense qu'il était très difficile d'y répondre, c'est échéance d'application humaine ? Échéance, très grossièrement. J'ai la chance de travailler dans un laboratoire à Saint-Louis, qui est le laboratoire de Jérôme Larguero, de biotechnologie des cellules souches, qui a déjà, et c'est pas pour rien que j'y suis du coup, qui a déjà l'expérience de la décellularisation œsophagienne. Et ils ont commencé il y a une dizaine d'années. Ils ont l'expérience, et évidemment je bénéficie de toute l'expérience du labo et des ingénieurs de recherche pour avancer. Alors tout le monde me dit que j'avance très vite, moi j'ai l'impression que c'est très lent, mais voilà. Ils ont commencé, ils ont lancé
le PHRC l'étude clinique de phase 1. Là, c'était au mois de septembre ou octobre, et donc ils vont remplacer les premiers œsophages humains maintenant. Et donc ils ont validé le process sur l'œsophage de cochon, ils ont validé le process sur l'œsophage humain, et donc ils vont réimplanter. Il leur a fallu 10 ans. On peut imaginer qu'on va raccourcir un peu le temps, peut-être. J'en suis pas persuadé, mais j'ai un gros problème par rapport à eux, c'est que l'œsophage, quand il est décellularisé, éventuellement, il peut excusez-moi la vulgarisation, mais se ratatiner, et c'est pas très très grave finalement. Si la trachée se ratatine, eh bien en fait on peut pas respirer. Et donc moi j'ai un vrai problème de biomécanique. Et ça pour l'instant, je sais absolument pas comment je vais m'en tirer. Voilà. Mais si vous avez des idées, je suis tout à fait preneur. Peut-être une réaction sur le chat, peut-être, s'il y a une idée lumineuse. Ouais, non, merci. Non, il n'y a personne sur le chat qui veut. Si, j'ai une question, Madame Abadi. Oui, même si ça marchait, ce serait pour faire une greffe d'enfant à enfant, puisque la pathologie congénitale concerne les enfants très petits. Donc, comment est-ce que tu imagines, quel serait le donneur potentiel d'une sténose trachéale d'un enfant qui fait moins de 10 kilos? Je répète la question au micro pour que ce soit entendu. Donc, c'est comment envisager le remplacement trachéal chez le nouveau-né ou le nourrisson, chez l'enfant de moins de 10 kg. La question, alors je répondrai à la question par une pirouette. L'idée, c'est que ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont opérés à la naissance pour la malformation. Alors, si on prend par exemple la sténose congénitale de trachée, ils sont opérés à la naissance de cette pathologie-là, et la plupart vont bien. Et donc en fait, les problèmes, ils arrivent plus tard. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, on ne va surtout pas greffer les nourrissons parce que ce n'est pas envisageable, mais c'est plutôt greffer ceux qui ne vont pas bien, et ce serait plutôt vers 4, 5, 6 ans. Les derniers dossiers sur lesquels on nous a demandé de donner un avis, c'était des enfants qui avaient entre 7 et 15 ans. Ce qui sous-entend quand même un don. Oui, ce qui sous-entend quand même un don, mais le don à 7 ans, on peut imaginer de greffer avec une disparité de calibre, déjà. Donc on pourrait imaginer que la trachée soit celle d'un ado. Mais oui, il y a un moment où on va avoir recours. Si effectivement on valide le process, on va avoir recours à une banque de tissus et donc à un don de trachée. À un moment, oui. Une autre question? Oui. Oui, un petit détail chirurgical auquel vous avez sûrement la réponse, mais qui m'est venu en entendant votre conférence. Est-ce qu'il ne serait pas imaginable de conserver la trachée native fendue en deux pour faire une hémitrachée et d'utiliser votre processus pour la moitié moins en accolant la demi-trachée native à une demi-trachée recellularisée, en se disant que la présence de l'ancienne trachée va faciliter la colonisation épidermique, etc. Alors, il y a deux questions en fait dans votre question. La première, c'est est-ce qu'il faut modifier la chirurgie initiale de slide trachéoplastie par un processus qui serait celui-là? La réponse est objectivement non. On a des bons résultats avec la chirurgie initiale. C'est-à-dire que si on prend les patients qui n'ont pas de comorbidité évidente, dans 80% des cas, on a un bon résultat et on a des enfants qui respirent bien et qui n'ont pas besoin d'assistance et qui ont une vie normale. Donc à mon avis, ce n'est pas justifié pour ça de modifier la technique chirurgicale. Et la deuxième, c'est il y a eu dans la littérature, on retrouve des remplacements trachéaux non circonférentiels avec effectivement du cartilage de banque, de l'os de banque, des choses un peu compliquées qui ont eu qui permettent d'avoir un meilleur succès parce que souvent ça a été fait chez les patients adultes et que du coup on a pu mettre un stent en fait. Le problème toujours il est aussi à la présence du stent. Enfin en tout cas aujourd'hui j'ai pas envie de changer la technique Princeps parce qu'elle fonctionne et que une fois qu'on l'a fait de toute façon on pourrait je vais réfléchir à votre sujet. Le remplacement trachéal non circonférentiel, il est plus facile à faire que le remplacement trachéal circonférentiel. Oui. Merci beaucoup. Ben voilà, les pistes arrivent. Et on m'a dit qu'il y avait une question qui est arrivée sur le chat aussi. Alors, je ne la vois pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'on
demandé de transmettre aussi, c'est que les soucis techniques qu'il y avait initialement sont réglés, je crois, maintenant, en termes de débit et de son et d'image. Donc très bien, tu es bien passé à l'écran. Par contre, effectivement, la question ne s'affiche pas. Est-ce qu'il y en a une autre dans le public, peut-être? Ou on peut me transmettre la question, enfin, nous transmettre la question, parce que c'est pas moi qui vais y répondre. Oui. Alors, il y en a deux questions. Une question de Nancy Hervé Kempf. Pourriez-vous nous indiquer quelles sources de cellules envisagez-vous pour la réépitalisation trachéale? Pour l'instant, le plus simple, c'est de prendre les cellules épithéliales des... Alors, c'est pareil, il y a plein de questions là-dedans. C'est de faire un prélèvement de cellules épithéliales des cornets et de voir après si on prend uniquement les progéniteurs épithéliaux ou pas. C'est une question à laquelle je ne sais pas encore répondre. Mais en tout cas, le plus simple, c'est de faire un prélèvement le plus simple possible, et donc épithélial dans les fosses nasales. D'accord. Et il y a une deuxième question, c'est bonjour de Anne-Charlotte Cariou. Lors de ce type de chirurgie, est-ce que l'enfant il est trachéotomisé avant? Non. La réponse, alors pour celle que j'ai montrée, là, en l'occurrence la sténose congénitale de trachée, non. Et même c'est pas possible de trachéotomiser avant parce que la canine de trachéotomie passe pas, et il faut éviter dans la mesure du possible de trachéotomiser après parce que c'est un facteur de risque majeur d'échec. La canine de trachéotomie va frotter contre les sutures et ça fait des granulomes et ça sténose, et donc c'est des enfants qui sont les enfants qu'on a, il faut pas trachéotomiser. C'est la conclusion. Ouais. Ouais. Un raccourci, c'est un raccourci très simple, ouais. Mais voilà, il ne faut pas. Merci beaucoup. Merci encore. J'enchaîne. Oui. Quelques minutes encore, effectivement. Oui, on enchaîne sur les vidéos, je crois. C'est encore très bien. Moi, du coup. Très bien, non, mais on a encore quelques minutes. On est tout à fait dans les temps. Donc, je continue. Je suis désolé, je monopolise la parole. Je vais mais après, je me tais parce que pendant les vidéos, je n'ai pas forcément besoin de parler. Pour vous présenter des vidéos que nous avons réalisées à l'aide d'un financement de la filière sur la laryngomalacie et la laryngoplastie, qui sont disponibles à tous et sur le site de la filière et sur une chaîne YouTube. Voilà, donc je vous présente le premier. Alors, la laryngomalacie, donc une pathologie extrême, alors quand même relativement courante celle-là, mais qui nécessite... Voilà. Alors si vous allez sur le site, mais je vous donnerai le QR code à la fin, il y a du son qui va avec, mais c'est pas très grave qu'on ne l'ait pas à la limite. Et donc on a tout réalisé à l'aide d'un graphiste. On s'est bien amusé. On a modélisé la totalité des voies aériennes, on a modélisé le larynx, on a modélisé les cordes vocales, et on a représenté donc un larynx normal et une laryngomalacie. Le but étant de pouvoir montrer aux parents lors de la consultation ce que c'est, ce qu'on peut faire, en quoi ça consiste, etc. C'est d'avoir un support animé qui soit un peu sympathique pour qu'on puisse expliquer pourquoi l'enfant fait du bruit, pourquoi il a du mal à manger, etc. Et donc on a pris du temps pour faire ça parce que c'est... Voilà. Et donc là j'ai représenté la section des replis épiglottiques et l'épiglottoplastie laser. Voilà, donc l'idée c'est de montrer que le traitement chirurgical est faisable en endoscopie laryngotrachéale, sous anesthésie générale, en ventilation spontanée, et que on a des résultats qui sont efficaces. Voilà. Donc ça c'est la première, et donc c'est des vidéos qui sont très courtes et qui sont disponibles sur YouTube pour pouvoir être montrées aux patients. Et la diapo d'après, alors là pour le coup c'est vraiment chirurgie par voie externe des voies aériennes, et donc c'est une intervention qui est relativement classique de laryngoplastie, et donc le but c'est d'augmenter le volume du larynx pour faciliter la respiration spécifiquement quand les cordes vocales ne bougent pas à la naissance. Donc dans un cas de paralysie laryngée bilatérale en adduction à la naissance, les cordes vocales ne bougent pas. Donc on représente de la même manière le larynx et les voies aériennes. Et puis ensuite, on présente la chirurgie. Donc le but, c'est de prendre un prélèvement de cartilage costal. On va sculpter le cartilage pour lui donner la forme qui va bien.
Et ensuite, on va ouvrir le larynx par en avant. On va sectionner la partie postérieure du cricoïde. On va l'écarter et on va positionner la greffe à cet endroit-là. Et le but, c'est qu'on va donner plus d'espace au cricoïde. Ensuite, on referme. Ah non, pardon, ensuite, on met le calibrage. Donc, pour que ça cicatrise correctement, on met un tube en silicone à l'intérieur. Voilà. Et une fois qu'on a vérifié qu'il était positionné correctement, donc on a gagné du calibre. Et donc une fois qu'on a vérifié tout ça, on peut refermer le larynx. Et donc pendant la période de cicatrisation où il y a un calibrage qui est assez costaud à l'intérieur du larynx, évidemment on ventile par la canule de trachéotomie. Voilà, donc c'est le deuxième film que nous avons réalisé. Ils durent chacun 1 minute 20, 1 minute 30. Ils sont disponibles. Et une nouvelle fois, je remercie la filière parce que c'est grâce au financement qu'on a pu faire ces films qui sont, je trouve, en tout cas, très jolis. Voilà, je vous remercie de votre attention.